Donc, peut-être il sera, comme l'a dit Djenaba à sa fin, l'occasion de donner votre vécu, comment vous avez vécu la pandémie en tant qu'acteur de terrain, mais il serait aussi bien d'entendre la voix aussi des praticiens, parce que l'un dans l'autre, nous sommes tous ici animés d'une volonté de bien faire. Donc je m'en vais peut-être ouvrir les débats pour ne pas abuser trop du temps, pour que vous nous donnez votre histoire de vie. Et si demain, un tel cas de figure aussi se présenterait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc le micro est ouvert et je pense que si vous avez aussi besoin qu'on fasse une liste, eh bien je donne à qui voudrait prendre la parole. Il doit y être. Merci. Je vous remercie, Madame la modératrice. C'est donc Baldier, je suis le secrétaire général de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal et chargé de programme au niveau de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Et j'ai bien dit personnes handicapées, je n'ai pas dit personnes à mobilité réduite, ni personnes en situation. Nous sommes simplement des personnes handicapées, ça nous va très bien, tant au niveau de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, tant au niveau de la loi d'orientation qui protège les personnes handicapées au Sénégal depuis 2010. Donc, c'est vrai qu'après le Covid-19, on a parlé des groupes vulnérables. Nous sommes effectivement des groupes vulnérables en tant que personnes handicapées. Donc, dans la vie normale, nous sommes vulnérables donc, au niveau de certains chocs, dans la vie de tous les jours, dans l'accès, dans la prise en charge spécifique de certains types d'handicaps, comme les sourds, comme les aveugles, comme les personnes handicapées motrices comme moi. Nous avons des limites, c'est vrai, des déplacements, avec nos fauteuils, les VMC et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous avons au quotidien des problèmes spécifiques et la loi d'orientation des personnes handicapées nous accompagne d'une certaine manière en tant que citoyen. Oui, mais en plus de nos limites, la loi a été votée à l'Assemblée honorable. C'est vrai que maintenant, il y a l'application qui traîne un peu dans sa plénitude avec les décrets et les lois qui restent encore, les arrêtés plutôt qui restent encore à être signés. Mais l'un dans l'autre, par rapport à la Covid, on a parlé des problèmes économiques, on en a pleinement. Dans la vie normale, on en a souvent, mais la période de Covid a accentué cela pour certains groupes. C'est ce qu'on ne bouge pas, on a des difficultés pour bouger. C'est naturel pour nous en tant que personnes handicapées, mais ça s'est accentué et ensuite le volet économique nous allons plomber davantage. Donc s'il y a dans le normal les citoyens ont des difficultés en général, ça s'est beaucoup plus accentué en nous. L'aspect solidarité, l'aspect accompagnement, donc parce que l'isolement étant, on l'a beaucoup senti. Donc c'était, je ne dis pas catastrophe, mais en tout cas, c'était extraordinaire et je pense que l'étude en a un peu procédé dans certaines zones du pays, mais selon les pays, selon les régions ou les départements, et dans le monde rural, c'était beaucoup plus créable par rapport à nos cellules, parce que nous avons des sections au niveau des régions, des sous-sections au niveau des départements, et des comités, des communautés rurales au niveau des sous-préfectures. Vous voyez, donc c'était vraiment un ordre par rapport à une population qui regroupe 5,9% de la population et l'OMS par nous 15,5%. Ouais, de toute façon, c'est à peu près 3 millions ou 1,5 million de personnes handicapées dans les universités. Et selon les types de chaque handicap, le problématique c'est accentué ou bien c'est modéré d'une certaine manière. Bon, l'État du Sénégal, sur le plan économique, a accompagné avec le RNU. Bon, suite à un plaidoyer que nous avons fait, le président avait augmenté de 50 000 personnes handicapées, alors qu'il y avait 50 000, donc il y avait une centaine de milliers de personnes handicapées qui étaient prises en charge sur le plan économique d'une certaine manière, et l'accompagnement sur le plan santé également. Mais l'étude également a démontré, de mon point de vue, et c'était une question d'ailleurs, parce qu'on a parlé de la loi sur le plan santé, docteur Ndiaye, par rapport, il y a une loi, la loi n'existe pas. J'ai vu, je n'ai pas compris. La loi d'orientation sur la santé, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on code dans le
logique, ou bien code sur la santé, ou bien loi. Je n'ai pas compris, je veux bien comprendre. Est-ce qu'il y a, sur le plan texte, quelque chose qui accompagne la santé? S'il n'y en a pas, ça me pose des problèmes. J'ai vu tout à l'heure dans la présentation cet aspect-là que Dieynaba a un peu souligné. Je n'ai pas trop bien compris dans votre cas. Sur le plan santé mentale, c'est ça aussi le problème que je voudrais bien entendre. Je suis cadre de Louga. Je sais que vous travaillez beaucoup avec notre porte-parole régional Matar Sow, qui est au niveau de l'IA et qui est le président régional de Louga. Mais l'aspect mental, c'est des personnes handicapées qui ont des difficultés intellectuelles. Mais en fait, dans des situations pareilles, ils ont beaucoup plus de soleil. Et nous autres, même d'ailleurs, qui ont des limites physiques ou autres sensorielles, nous avons ces problèmes de déséquilibre davantage qui avaient un peu accentué vraiment notre vie quotidienne. Et je crois que c'était une période que nous ne souhaitons pas voir de nouveau. Mais maintenant, le problème, et là je vais conclure sur ça, le fait de bloquer tout le monde à 100%, est-ce que le résultat, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Est-ce qu'on avait culturellement, économiquement calculé tout ça avant de prendre ces décisions politiques, c'est vrai, mais le résultat, est-ce que ça valait la peine? Puis on fait la gérer, et ensuite l'économie, et ensuite la santé. Je vous remercie. Merci, doyen G. Professeur Massamba. Je peux partager avec vous la référence. C'est la loi numéro 67/20 du 28 février 1967. C'est vrai que c'est une loi très obsolète qui nécessite d'être réactualisée, revisitée et peut-être repensée pour permettre à notre système de santé de mieux fonctionner. Il y a beaucoup d'aspects qui nécessairement ont besoin d'être réactualisés un tout petit peu. Il y a également un code d'hygiène public. Là, franchement, j'avoue que moi-même, je l'ai découvert tardivement. Ça fait juste à peu près un mois que j'ai découvert ce code d'hygiène public parce que j'avais quelques soucis avec des ouvriers qui étaient en chantier quelque part dans Dakar. Et subitement, les services d'hygiène, les agents des services d'hygiène sont venus pour les embarquer, soit disant qu'il y avait un dépôt de gravats tout autour qui n'était pas du tout clôturé ou encadré. Et du coup, c'était une infraction. On les a trouvés sur place, on les a tous embarqués. Et je me suis dit, mais pourquoi le service d'hygiène a la prérogative de venir embarquer des ouvriers qui étaient en train de travailler? Il y a d'autres urgences, certainement environnementales, qui sont là, qui devraient nécessiter leur intervention et non pas des gravats qui sont entreposés à côté d'une concession. Alors, j'ai appelé au ministère de la Santé, j'ai appelé le directeur général de la Santé, j'ai appelé monsieur le directeur de la lutte contre la maladie qui m'a dit, mais professeur, vous vous êtes trompé. En fait, ça, c'est une infraction. On ne devrait pas entreposer des gravats à côté d'une concession parce qu'on peut non seulement créer une barrière par rapport à la circulation libre des personnes et des biens. Et donc, ne serait-ce que cet aspect-là, ça nécessite, j'ai dit, bon, ok, de toute façon, je vais me renseigner et je vais lire un peu pour voir si véritablement tout cela est avéré. Je suis allé, disons, à la brigade de Gueule-Tapée et c'est là qu'on m'a montré effectivement le code d'hygiène publique pour me dire, mais attention, il y a un code qui est là, qui résume tout cela. Finalement, j'ai fait mea culpa et voilà, c'est pour vous dire que ces textes-là, nous devons aller vers eux et mieux comprendre comment notre pays est organisé en termes de lois et règlements. Voilà, pour en revenir un tout petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, surtout le point relatif à l'engagement communautaire. Je prends au mot monsieur le représentant du directeur de la prévention pour lui dire que oui, effectivement, il y a les 6 piliers d'un système de santé de manière générale qui sont définis par l'Organisation mondiale de la santé. Mais le souci vient de là-bas. Honnêtement, je vous dis, à y voir un peu plus clair, on s'aperçoit que c'est depuis le niveau, le sommet, que des erreurs sont commises et malheureusement qui sont reprises un peu par nos États et vulgarisées. Forcément, il y aura des problèmes dans la gestion de certaines pandémies comme la COVID-19. Parce que, évidemment, ce qui est sûr, c'est que, en réalité, parmi ces 6 piliers,
si on avait ajouté un 5e pilier en rapport avec la communauté, en rapport avec l'implication communautaire, ça aiderait beaucoup dans la prise en charge des problèmes de santé de manière générale. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'y pense pas. J'avais à un moment donné pensé écrire quelque chose là-dessus pour alerter davantage, parce que pour nous, toute politique, toute stratégie, tout programme de santé conçu et élaboré sans pour autant qu'il y ait cette dimension communautaire est quasiment voué à l'échec. Donc dans les piliers, il faut absolument qu'on ait un dernier pilier non moins important qui est la communauté, l'implication communautaire, l'engagement communautaire ou tout ce que vous voulez. Ça me permet de dire un peu par rapport au vécu dans la riposte à la Covid-19, par rapport à l'organisation du Grand Magal de Touba, et lancer quelque chose parce que le Révocable, tout comme Anne Basmi et tant d'autres organisations communautaires ont participé à la lutte aux côtés de l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique. L'unité d'alerte et de prévention épidémiologique est une organisation qui a été créée et mise en place par le Khalife général des Mourides, et il a l'intelligence et le leadership de faire participer, en tout cas dans cette unité-là, des professeurs d'université, pour la plupart, avec des spécialités différentes. Heureusement, nous avons été aussi très avertis, parce que nous ne voulions pas simplement faire gérer cet organisme par des techniciens de cours. On a fait appel à la communauté, on a fait appel également à la socio-anthropologie pour accompagner la dynamique de lutte. Et donc on dit que c'est parce que la Covid avait une tendance baissière, mais je dis ce n'est pas une raison aussi valable. Parce que simplement, au départ, il y avait des craintes un peu partout. Autant il y avait des craintes, autant il fallait aussi développer des stratégies pour essayer de minimiser les craintes et les conséquences qui peuvent découler d'une organisation qui devrait réunir autant de personnes, des millions et des millions. On évalue la participation des Sénégalais ou de la communauté tout entière à cet événement-là à environ 4 millions, voire 5 millions de personnes qui viennent chaque année célébrer le Grand Magal de Touba. Alors notre expérience là-dessus, c'est que en dehors de la surveillance active, surveillance épidémiologique active, nous avions développé parallèlement aussi un système d'engagement communautaire qui fonctionnait à merveille, impliquant toutes les parties prenantes qui devraient nous aider un tout petit peu à prendre en charge cette question qui était très, très cruciale. Et nous avons continué dans cette même dynamique. Je ne sais pas combien de temps je devrais avoir pour entrer plus en détail dans les stratégies que nous avons utilisées. Mais ce qui est sûr, c'est que les initiatives et les stratégies qui étaient développées ne laissaient en rade personne, y compris l'autorité religieuse. Le premier acte que nous avons posé, c'était d'aller travailler au corps les dignitaires mourides pour que ces derniers adhèrent à la stratégie que nous avons élaborée. D'abord, le Khalife général, nous avons cherché à le rencontrer, à lui parler, à faire du lobbying pour décrocher ce qu'on appelle un nigel. Un nigel, c'est une recommandation généralisée destinée aux talibés. Et le nigel avait fait en sorte que, déjà par rapport au matériel utilisé, au matériel de prévention, les masques, le Khalife nous a permis d'avoir au moins 5 millions de masques, au moins, je dis, au bas mot. Et ça, quand il a parlé aux fidèles en leur disant que nous avons besoin de masques, nous avons besoin de matériel de protection individuelle et collective, et là, vraiment, c'était une l'émulation. Tout le monde a voulu marquer de sa présence, marquer également de son engagement à travers ce qu'il donnait par rapport à ce que le Khalife avait demandé à tout le monde. Et donc, nécessairement, la dimension de prévention était satisfaite par la mobilisation exceptionnelle de tous les talibés. Je pense que, on le dit, hein, tout le monde ne portait peut-être pas le masque, mais les masques étaient disponibles à flot, et en tout cas autour de la mosquée et à l'intérieur de la même mosquée, on n'avait pas en tout cas de personnes présentes sans le port de masque ou encore sans
l'utilisation du dispositif de lavage des mains ou encore le passage au niveau des portiques de désinfection ou encore même le respect d'une certaine distanciation physique. Nous avons fait des reportages là-dessus. Nous avons également fait des publications pour aussi répondre aux préoccupations de certains qui parlaient de la documentation de tout ce que les uns et les autres font. Je leur rappelle que nous avons des publications, au moins 3 publications, je crois, par rapport aux différentes actions que l'unité d'alerte et de prévention épidémiologique avait mises en place. Dernier élément que je voulais aborder, c'est en rapport avec la vaccination. Quelqu'un l'a dit, c'était un problème quand même assez crucial. Au départ, on a constaté un certain doute, une certaine hésitation par rapport à la vaccination, mais il fallait oser le pari. Nous avons dit dès les premières réunions, avec la première délégation que nous avons envoyée sur place, et qui s'était heurtée au refus catégorique du comité d'organisation du Grand Magal de Touba pour parler de la vaccination. Après, on s'est organisé en interne et on s'est dit, écoutez, il faut qu'on développe une stratégie rapidement pour aller convaincre le comité d'organisation à adhérer à la stratégie de vaccination. Alors, nous sommes partis assister à une des réunions du comité d'organisation. Nous les avons sensibilisés, nous leur avons expliqué le bien fondé des vaccins et subitement, tous ils ont dit de façon individuelle, en tout cas parmi nous, il y en a plein qui ont déjà pris le vaccin, mais on se disait que c'est une communication gouvernementale, c'est des politiciens, mais vous qui êtes les précurseurs ou bien disons ceux qui ont été choisis par le Khalif, si vous nous parlez, nous allons vous écouter et nous allons vous entendre. Et nous pouvons porter le message que vous nous donnez parce que simplement vous êtes des talibés en dehors de l'aspect scientifique. Vous voyez un peu cette dimension, elle est fondamentale. Et après, nous avons commencé à élaborer un plan d'action par rapport à l'adhésion de la communauté sur les stratégies de vaccination. Et à un moment donné, nous avons reçu une information de taille venant de la tutelle, nous disant qu'il y a une rupture de vaccin. Rupture de vaccin au Sénégal et particulièrement dans la région de Diourbel. Donc ça aussi c'était un fait majeur qu'il fallait prendre en compte pour éviter de faire une communication à outrance et après les populations qui se déplacent et qui se rendent compte qu'effectivement les vaccins n'étaient pas disponibles. C'était aussi un risque à ne pas prendre. On s'est dit arrêtons donc l'élaboration de la stratégie pour faire adhérer les populations en attendant que les vaccins soient disponibles. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de développement. Et donc, finalement, nous avons gardé ce plan d'action, même si par ailleurs, par la suite, nous l'avons transféré au CROUS avec le docteur Lee pour que, justement, s'il y a possibilité de s'en approprier, qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Voilà, donc je sais que j'ai déjà été assez long, mais il y a plein de choses qu'il faut peut-être partager. Si l'occasion nous sera donnée un autre jour, on pourra y revenir de long en large. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'était très intéressant. Il y a le grand chef Moi, je pense que d'abord, merci Eliman qui tout le monde vous a détigné dans le rôle et avoir les choses d'une façon beaucoup plus profonde. Merci pour cet dynamisme, merci pour ton engagement et bonne continuation par rapport à tout ce que tu entreprends. Et c'est une fierté de t'avoir comme ami et comme grand frère. Il paraît évident qu'il est important que nous ayons une vision assez analytique de cette situation. Pour la première fois, on est confronté à une épidémie avec des voies de transmission, de contamination qui sont basées sur les normes sociaux. Ces normes sont fixées sur nos mentalités, deviennent une forme et une façon de vivre. Ensuite, au-delà de ça, nous allons faire face à un pléthore de morts, il faut le reconnaître. Moi, en une semaine, j'ai perdu, successivement en une semaine, j'ai perdu plus de 5 personnes de membres de ma famille, oncles, tantes et belles familles. Dans une même semaine. Nous tous étions conscients qu'au Sénégal, il n'y avait pas un quartier où une maison sur deux n'était pas en deuil. C'est une réalité que nous avons vécue. Face à cette situation maintenant,
nous avons eu aussi l'isolement de la population comme situation de réponse du gouvernement, c'est-à-dire les populations sont isolées avec des systèmes de couvre-feu qui ont été mis en place. On se souvient ces premiers jours où même des vidéos ont échappé, des militaires se préparant à sortir, commençant à danser, que ce soir ils vont bien frapper. Et l'ensemble de tous ces éléments, qu'est-ce que ça fait naître dans une communauté suite à une épidémie? Que des épidémies souvent ont été troubles sociaux dans certains pays, ils ont suscité des guerres civiles, et ils ont permis à ceux qui pouvaient installer leur façon de gouverner, de voir, de s'imposer au détriment des autres. Et face à cette situation, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Des distributions inégalées ou complexes de denrées ou de vivres alimentaires, n'est-ce pas? Quand El Hadji Diouf, ancien footballeur, fait partie de ceux qui ont gagné des marchés pour distribuer des villes, n'est-ce pas? Dans les rencontres au niveau des hôpitaux ou des régions médicales ou des espaces, les réunions se sont de part, il faut combien de masques, il faut combien de coton, il faut combien d'eau, à qui on donne cela. Ce sont ces genres de réunions et de rencontres auxquelles j'ai assisté à plus d'un titre. Pendant ce temps, des gens continuaient à mourir chez eux. L'autre aspect, on nous défile à la télévision des rencontres et une mobilisation de ressources faramineuses du gouvernement, des milliards et des milliards pour longtemps. Et j'aimerais que vous fassiez un peu des images décalées. J'avais même fait un PowerPoint dessus. Ici, on entend des milliards. Là, on montre des gens qui meurent. Le pays est crispé. Et il fallait voir entre 16h ou 17h ce qui s'est passé dans les transports en commun. Un taux de stress extrêmement élevé des personnes qui faisaient tout pour gagner leur devoir avant le match. Vous l'avez souligné, j'ai beaucoup apprécié cette présentation ici. Quand on sait qu'on est dans un pays où c'est peut-être 99% de la population qui vit de l'entrepreneuriat, c'est de la survie. C'est des personnes qui, quand ils ne travaillent pas au jour, ne mangent pas du tout. Et nous avons isolé l'activité de ces personnes. Et je ne sais pas c'est quelle forme d'intelligence. C'est M. Sis intelligent, je crois qu'il nous donne des éléments de il s'en est ensuite sorti des tentatives. Je salue la réaction de mon frère qui a tout à fait raison. On ne peut pas dire que tout n'est pas, que tout était condamnable. Il y en a eu peu, mais ce peu-là, même s'il avait été accompagné de peu de moyens, de peu de considération, on aurait dû quand même éviter certaines choses. Et ce qui est dramatique, c'est que l'histoire se répète tout le temps chez nous en Afrique. Et c'est ça que je n'arrive pas à me comprendre. Qu'est-ce que nous faisons de notre histoire, des leçons apprises? Des années 80-90, les acteurs de la société civile ont pris bras le corps le VIH-Sida, avec des stratégies de plaidoyer efficaces, avec des descentes sur le terrain, des mobilisations. Et pendant des années, on a été considéré comme un pays phare. Et ces mêmes personnes, ces mêmes ressources humaines étaient encore là lorsque la Covid était venue. Qu'est-ce qu'il suffisait juste de transférer des solutions qu'on avait, étant donné que les réalités étaient les mêmes. Premièrement, ce que je remarque de plus en plus sur cette question de santé communautaire, on confond là où on doit faire du dialogue politique et là où on doit faire de l'IEC. Et ça, c'était catastrophique. L'IEC, le dialogue politique et le plaidoyer n'a pas comme objectif d'impacter sur des changements de comportement. Ils n'ont rien à voir avec. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert de dire on a mobilisé telle personnalité qui a fait tel acte et on pense qu'il suffit juste que le khalife général porte un masque et ça signifie que tous les autres vont le porter. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont, on est des scientifiques. Le changement de comportement ne se produit pas comme ça. Sinon, les gens, beaucoup de personnes arrêteraient de fumer. On a vu des cadavres photographiés sur des paquets de cigarettes, mais les plus grands fumeurs de cigarettes dans ce pays, c'est des médecins. C'est des médecins. Oui. Un autre aspect très intéressant, j'ai même vu, j'étais dans un séminaire où j'ai vu un psychiatre en train de se faire prendre en charge psychologiquement par un expert en infectiologie. Ça s'est passé dans un petit restaurant.
Vous avez raté le charme de débat extraordinaire entre Souleymane et le professeur Seyni. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est cette marque de volonté qui m'étonne. Quand j'ai été souvent invité dans des centres pour animer des cours de parole, aider des médecins, les apporter du café, les amener à se soulager un peu. Mais le plus dur à lire dans le comportement, dans la lecture du comportement humain, c'est ce sentiment d'impuissance. Ils ont la bonne volonté. Ils pouvaient aider. Et quand le médecin te regarde en te disant, tant soit peu de ce matériel, si je l'avais, ces gens n'allaient pas mourir. On avait des ruptures d'oxygène. N'est-ce pas? Et maintenant, on en est encore là. Ce que nous craignons tous est arrivé après, c'était l'équation du vaccin. Et il y a eu une énorme confusion entre vaccin et prévention. Et cette mise en cohérence des thématiques, en corrélation avec les cibles, avec les descentes sur le terrain. J'ai été menacé par un responsable dans un atelier où des jeux de mots en sont sortis. Il fallait faire un traitement de l'information, il fallait voir comment nous devions reporter les activités sur le terrain. Je ne m'entends pas avec les acteurs. L'autorité sur place, craignant l'influence de ces acteurs sur le terrain, veut me faire valider. Mais si on me présente qu'il y a eu 100 volontaires sur le terrain et que 1000 familles ont été touchées, comment je vais analyser le mot touché? 1000 familles ont été touchées. C'est quoi touché? Et quand ils sont entrés dans ces maisons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et quel a été le résultat de l'activité sur le terrain? Quand ils ont parlé, quel était le résultat? Les populations ont porté des masques, ils ont changé de comportement. Qu'est-ce qu'il y avait réellement? Je suis resté sur ma fin. Une toute petite nuance, merci beaucoup pour votre brillante exposé. Le Sénégal, on est un pays de croyance, on n'est pas un pays spirituel. J'aurais aimé que vous remplaciez. Et je vais vous choquer, il y a, en parenthèse, je suis spécialiste en sciences islamiques contemporaines, j'enseigne l'islamologie. Il y a un grand cabinet international américain qui s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest parce que les richesses arrivent. Et la recherche qu'ils ont fait était de voir un peu l'impact du monothéisme en Afrique de l'Ouest. La plus grande désolation, c'est que nous sommes encore restés païens. Cette étude a démontré que les pratiques religieuses sont un arrière-plan de notre façon de vivre. Et que nos pratiques païennes restent toujours ancrées à nous. Donc les grands-pères du professeur Seyni ont toujours le courrier et tout ça, mais on va devoir faire avec pendant quelques temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président de l'ECAPECA, un cousin que je ne connais pas trop, j'étais amical. Et Mariam Soda, et bien entendu, tous ceux qui sont présents, je salue toute l'assistance. Un salut particulier quand même à mes collègues de la faculté de médecine qui sont derrière moi. Alors c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis là ce matin. Et comme je dis, c'est des espaces qui nous manquent, des espaces où on discute vraiment entre intellectuels, où il y a des recommandations, il y a des idées fortes qui sortent. Et je remercie tous ceux qui ont pris la parole avant moi avec des contributions très très pertinentes. Et je pense que ça va nous servir. J'ai entendu tout à l'heure une question, mais qu'est-ce que nous allons tirer de tout ça? Et c'est là l'importance des recommandations. Parce que je parle sous le contrôle de Moussa, les pandémies, ce n'est pas fini. On ne le souhaite pas, mais il faut quand même qu'on sache qu'à l'avenir, on pourrait être confronté à d'autres pandémies. Et c'est l'occasion de dire quelles sont les leçons apprises. On a l'impression que dans ce pays, malheureusement, il n'y a pas tellement de leçons apprises. Après les dollars, après Catherine, il y a toujours les mêmes drames qui se produisent. Alors, comment on a vécu la Covid? Je pense que tout Sénégalais, mais tout citoyen du monde a été impacté par cette Covid. Moi, je voulais insister sur une population oubliée. Je n'ai pas assisté au début de la présentation de Diana, je ne sais pas si elle a parlé des professionnels du sexe.
Alors moi, en tant que dermato-vénérologue, on oublie souvent notre deuxième spécialité, c'est la vénérologie. Et je suis responsable du centre de référence des IST à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Je suis le médecin-chef. Et à ce titre, on a été interpellé lors de la pandémie, lors du couvre-feu, parce que c'est une population de professionnels du sexe qui normalement exercent la nuit, même si on sait que dans la journée également, ils peuvent avoir cette activité. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse par rapport à nos attentes. C'est des populations vulnérables, à plus d'un titre sur le plan économique d'abord. Et depuis 1970, la prostitution est tolérée au Sénégal sous réserve d'avoir un carnet de suivi sanitaire. Et donc, parmi les centres IST, le centre de l'Institut d'hygiène sociale dispense ce carnet pour exercer la profession avec des visites médicales mensuelles et des visites au laboratoire bimensuelles. Et donc, chef de famille, parfois avec plus de 5 enfants en charge, abandonnés par des époux, elles sont obligées de se prostituer, de se vendre. Et nous n'aurons pas l'occasion, puisque le temps est limité, de parler un peu de cette population, de sa vulnérabilité. Toujours est-il que, quand il y a eu le couvre-feu, elle ne pouvait plus travailler. Et il fallait trouver d'autres moyens. Et nous avons écrit à la directrice de la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité, parce que nous la connaissions personnellement, pour pouvoir aider ces professionnels du sexe. Alors, sur plus de 5000 professionnels du sexe, je pense qu'il y a eu une centaine de sacs d'oignons et de pommes de terre qui ont été distribués. Et je reviens toujours à cette problématique. À chaque fois qu'on parle d'aide, on raisonne aide alimentaire. Et ça, c'est désastreux. Il n'y a pas eu de stratégie pour voir comment les aider à changer de travail, je ne sais pas. On a permis à des photographes, on a permis à des médecins de circuler la nuit. Pourquoi on n'a pas pensé, c'est une stratégie, mais je ne suis pas en train de faire la promotion. Pour moi, c'est la plus grosse arnaque pour les femmes d'être obligée pour nourrir sa famille, pour payer les frais de scolarité de ses enfants, même à l'université, de se prostituer, et encore et encore. Et donc, c'était ça, un cri de cœur. Je me dis, par exemple, si je ne connaissais pas la déléguée personnellement, peut-être que même les petits sacs de pommes de terre et d'oignons, qu'elles ont pu revendre parce qu'on était un peu à la veille de la Corée, pour certaines au marché, d'autres l'ont utilisé, peut-être qu'il n'y aurait eu rien pour cette population en tout cas. Je sais que par ailleurs, il y a eu des associations de femmes anciennes prostituées ou bien prostituées en exercice qui ont bénéficié de quelques subventions du ministère de la Santé. Donc, ça c'est vraiment ce que je voulais dire. Et paradoxalement, nous n'avons pas eu de distribution de masques et de gel durant cette période, mais de sacs de pommes de terre et de sacs d'oignons. L'équation est vite résolue. Le focus c'était, vous avez faim, mais ce n'était pas faites la prévention. Par ailleurs, certaines professionnels du sexe interrogés disaient que c'était pour eux, quelque part bien, qu'on exige le port du masque, parce que ça les soustrayait à certaines pratiques qui pouvaient être également des sources de contamination. Alors, un autre cri de cœur, c'est l'abandon des personnes âgées. Des personnes âgées qui ne voyaient plus personne dans l'entourage. Et c'était l'occasion pour les jeunes très actifs qui n'avaient plus le temps de rendre visite aux parents âgés. Je l'ai vécu dans ma chair, parce que j'habite avec une personne âgée et je suis très en relation avec les membres de la famille qui étaient du 3e âge. Et j'ai vu comment il y avait un déclin cognitif au fur et à mesure de l'avancée, puisque c'est des personnes qui recevaient au moins une visite mensuelle, pour ne pas dire pendant la période de Ramadan. Tous ces jeunes qui venaient saluer, faire le ziar, donner des sous de corps, ils ont été amputés de tout ça. Parce que simplement, on a dit qu'il ne faut pas les approcher.
Je dis, on peut les approcher autrement. On peut les approcher avec un masque et discuter avec ces personnes. Donc ça également, c'était un autre cri de cœur. Alors vraiment, je félicite les orateurs Gainaba et Suleiman pour la qualité de leur présentation, même si je regrette de ne pas avoir suivi toute la présentation de Gainaba. Alors Suleiman, moi j'ai des questions à te poser, si j'ai bien compris. Donc, vous avez fait des entretiens téléphoniques pour l'enquête qualitative. Alors, il y a une part non négligeable de la communication non verbale. Parce que quand tu faisais ta présentation, à un certain moment, tu préjugeais de la mimique alors que tu n'as pas vu tes façon. Est-ce que vous avez eu par la suite à faire des focus group qui sont beaucoup plus adaptés dans le cadre de l'enquête qualitative également à notre vécu et à notre... Et enfin, vraiment, je regrette vraiment tirer les leçons du passé. Il faut qu'à l'issue de cet atelier, de ces rencontres que nous avons eues, peut-être que je n'ai pas trop voulu parler de notre collectif, parce qu'à la suite également des enseignants qui sont là, qui sont ailleurs, des personnes de la société civile, nous sommes constitués en collectif avec pas mal de recommandations pour le ministère qui a été fait par des experts. Et ce n'était pas forcément des médecins infectiologues, mais c'était des médecins de toutes les spécialités. C'est pour revenir un peu par rapport à ce que disait, je pense que c'est M. Ndongo, Cheikh Ndongo, par rapport à l'exemple de vraiment la réussite de la lutte contre le VIH au Sénégal. Aujourd'hui, je pense quand même que malgré tout, le Sénégal peut se targuer d'avoir réussi. Et il y avait des acteurs en infectiologie, mais pas que, il y avait des journalistes dans le groupe, il y avait des magistrats, etc. On s'est constitué en collectif où il y avait des échanges, des partages de documentation. Et ça également, c'est quelque chose qui manque dans ce pays. Soit une autorité de la santé ou un comité scientifique sur lequel les autorités pourront s'appuyer pour émettre des avis pertinents. Parce qu'on a vu des avis, excusez-moi, qui n'étaient pas toujours pertinents dans le choix. Or, vraiment, ce pays regorge d'expertise qui peuvent, à la lumière de ce qui a été fait, mais en l'adaptant à notre pays, émettre des avis pertinents. C'est ce que je voulais partager avec vous, en remerciant encore une fois de votre invitation. Merci. Merci, prof. Mais à un moment donné, vous aviez fait un article à vos collègues leur disant de se ressaisir. Pourquoi vous ne retracez pas ce passage? En filigrane, c'est ce que j'ai dit, parce que la constitution de ce collectif, justement, faisait suite à cette interpellation en disant qu'on se laisse faire. Nous, les acteurs de la santé, quand même, on a été, je sais pas, on ne nous a pas mis dans notre rôle en tant que spécialistes. Et Dieu sait, c'est des gens sur qui on peut compter à toute heure. Et qui se saisissent la preuve avec le dernier accident. On n'a pas demandé aux médecins d'aller sur café, mais ils sont allés à tel endroit qu'il y avait même des plécodes. Ah d'accord, les deux micros ne bougent pas. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc je dis spontanément, les gens viennent vraiment, même, ils se saisissent, même quand on ne leur demande pas. Je pense qu'il faut formaliser. C'est suite justement à ce petit poste qu'on a constitué ce collectif. Merci Marie d'être venue sur ça. C'est une occasion que j'ai décidé pour remercier l'ex-Africa de nous avoir associés à cette journée très riche en enseignement et en partage. Et également servir mes maîtres et mon collègue, Dr Boukar. Donc je vais me joindre à la question du professeur Lee, à rapport de Lucas, c'est-à-dire par rapport à l'évaluation de l'expression non verbale. Et donc, ce qui m'amène à lui poser la question, à savoir comment ils ont pu évaluer ces patients. En plus, qu'il y avait, bon, il dit dans sa présentation que ce n'était pas une prise en charge, mais en réalité, c'était
une manière de permettre à ces patients qui étaient hospitalisés dans les CTE de s'exprimer. Mais bon, en fait, au finish aussi, il fallait avoir une évaluation, prendre une décision sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire savoir si vraiment tel patient, il fallait juste le laisser partir parce que vraiment il y avait un bon état psychologique, ou pour une autre personne, vraiment il fallait un accompagnement psychologique un peu plus poussé. Et donc, ma question est de savoir est-ce qu'il vraiment y avait qu'est-ce qui leur permettait d'évaluer l'état psychologique de ces patients qui étaient suivis par appel téléphonique. Et donc, dommage qu'il le dit dans sa présentation que lors de la deuxième vague, il n'y avait pas vraiment de soutien à leur endroit pour faire correctement leur travail. Et ce serait vraiment très intéressant. C'est une recommandation que je vais faire dans la mesure du possible, de faire une étude pareille par rapport à la deuxième vague, parce que les réalités étaient d'autres. Et vraiment, ça allait nous permettre de voir exactement est-ce qu'il y a eu des améliorations entre la première et la deuxième vague par rapport à la prise en charge psychologique, ou bien il y avait vraiment des relâchements. Et ça nous permettrait, dans l'avenir, de reprendre les devants, de savoir effectivement, quand il y a des épidémies, quelles sont les mesures et les devants à prendre. Et donc, ma question, en fait, j'ai peut-être lancé un appel au représentant du ministère de la Santé, Dr Ndiaye, pour dire que, en fait, dans ces situations-là, je pense qu'il y a des procédés qui nous permettent le plus souvent. Ça n'est pas des choses qu'on invente, c'est des choses à chaque fois qu'on renouvelle et qu'on actualise, en fait. Et je me rends compte que par rapport à la prise en charge, il y avait un travail, surtout sur le plan social, il y avait un travail qui pouvait être fait, qui pouvait nous amener à éviter tous ces problèmes, l'anxiété, comme le directeur local, l'angoisse, et ne serait-ce que par rapport au prélèvement qui était le premier contact par rapport à cette personne qui était suspecte de cas Covid, cas contact. Il y a un travail qui se fait, le professeur Seydi ou le professeur Fatou Télé savent très bien de quoi je parle. Par rapport au VIH, je pense qu'il n'y avait pas plus stigmatisant que le VIH, mais il y a des personnes qui se font dépister, qui se font prendre en charge et qui vraiment ne développent pas de stress ou de pathologie psychologique. Parce qu'il y a une prise en charge, il y a une préparation avant même le prélèvement, avant même qu'on ait une confirmation que cette personne est avec une maladie ou pas. Et cette préparation-là, il ne faudrait pas essayer de l'adapter en cas de pandémie pour les épidémies comme le Covid-19. Et donc, ce qui m'amène à peut-être partager mon expérience. Donc, j'ai une expérience de praticien et une expérience en cellule révocable. Et c'est cette expérience en tant que praticien qui m'a vraiment amené à me lancer, à rejoindre le travail qui a été fait en cellule révocable. Parce que moi, je suis au centre de santé de Bangor, qui est dans le district de Dakar-Ouest, où vraiment le premier cas de Covid-19 a été détecté. C'était vraiment au niveau du centre de santé. Donc, bon, le patient n'était pas venu du centre de santé, mais c'était dans notre ère de responsabilité. Et donc, il fallait peut-être s'adapter, parce que c'était un truc qui se passait au niveau national, mais à un niveau de la structure, il fallait se préparer, parce que de par sa position géographique, de par ses habitants, on sait que c'est une zone qui est vraiment habitée par beaucoup de Sénégalais, de l'étranger, par beaucoup d'étrangers. Et donc, c'était une zone vraiment un peu particulière, et il fallait prendre les devants par rapport à l'organisation de la structure. Et donc, ce qui nous avait amené à prendre l'initiative, en tout cas avec l'appui du médecin-chef du district, à mettre sur place déjà, on était vraiment en avance par rapport aux autres centres de santé qui n'étaient pas vraiment appliqués par les districts. On était vraiment à mettre sur place un site de prélèvement initialement. Un site de prélèvement qui vraiment avait facilité la prise en charge de ces patients et la détection précoce des cas. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre un relais entre les centres de traitement des CTE et la population, parce qu'à un moment, ces CTE étaient débordés. Il fallait vraiment un lieu où vraiment il fallait prendre en charge ces patients. De par notre posture géographique, comme j'ai dit tantôt, mais de par la configuration de la structure, on était même amené à un moment jusqu'à être une zone tampon. Je pense que même l'idée de créer ces zones tampon est partie de ces structures-là, parce que quand les autorités sanitaires, la tutelle est venue et qu'a vu le travail qui a été déjà fait sur place, donc c'était vraiment une inspiration qui les a poussés à
comprendre que ces structures sanitaires, ces centres de santé peuvent jouer un très grand rôle entre la communauté et les CTE. Et donc, ils avaient créé ce qu'on appelle les zones tampons. Il fallait prendre en charge de façon temporaire les patients en attendant de trouver une place dans un CTE. Et donc, maintenant, tout ce travail-là, initialement, c'était vraiment une adaptation, donc, en quelque sorte, une résilience de la structure face à la pandémie qui était présente. Et pourquoi j'ai dit tantôt que c'est l'expérience en tant que praticien qui m'a vraiment fait savoir qu'il y avait beaucoup de gaps, parce que nous, on était focus sur le plan médical. Et à chaque fois, on a une communauté qui est un peu particulière, la communauté Lébou, comme vous le savez un peu, avec ses croyances, avec vraiment des spécificités. Et donc, ça a fait qu'on avait vraiment buté sur certaines choses, surtout dans le cadre de notre pratique. Il nous est arrivé même qu'on nous menaçait de mort, en fait, que certains nous disaient que vous avez séquestré nos parents. Et donc, c'était ces problèmes-là qui m'avaient fait penser que oui, sur le plan médical, oui, on est bien outillé, on est bien organisé, mais il y a un aspect qu'on est en train d'arrêter. Et certainement, si vraiment on ne règle pas cela, on risque vraiment de ne pas faire notre travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vraiment, avec Honorable, avec les autres, l'idée de créer le Révocable est venue. Et donc, c'était un moyen pour nous, en tout cas, de régler tous ces problèmes auxquels on était confrontés quotidiennement dans le cadre de pratique médicale. Et donc, cette approche communautaire, c'est des choses qu'on a vraiment essayé de vulgariser, initialement au niveau local, en réglant de tous les problèmes par la communication, essayer de véhiculer la bonne information. Et vraiment, ça avait bien réussi. Et donc, j'ai dit que vraiment, c'est à travers cette pratique-là, à travers ces difficultés qu'on avait, ça nous a permis de prendre un peu l'écart, en tout cas, de savoir que ce problème médical-là ne peut pas être réglé. Ce problème par rapport à la pandémie ne peut pas être réglé au sein de la structure. Et qu'il fallait l'imprégnation, l'implication de la structure, l'implication de la population d'emploi pour pouvoir gérer de façon collective tous ces problèmes de santé. Et donc, on ne va pas aussi prendre la parole comme il fait un peu. C'est le président de la BHE, peut-être m'arrêter là. Également Alex Africa d'avoir invité le CRCF à cet atelier. Alors, moi je suis Mariam Boyon, chargée de recherche au Centre régional de formation à la prise en charge clinique de l'hôpital Fann. Et aujourd'hui, j'ai été mandatée par le docteur Koutiasso pour pouvoir également partager un peu les expériences du CRCF par rapport à cette pandémie. Donc déjà, premièrement, j'aimerais tout à l'heure nous parler des femmes qui se sont mobilisées durant la Covid, beaucoup les femmes, mais il y avait également beaucoup les jeunes. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai que la population sénégalaise est à majorité de population jeune, donc voilà, il y a eu des mouvements de jeunes qui se sont mobilisés pour fabriquer des masques, des gels, etc. Maintenant, je pense que le plus gros problème qui s'est passé, c'était surtout le problème de l'infodémie, de la désinformation au niveau des réseaux sociaux. Ça a été un facteur énorme de défiance de la population envers l'État, envers le gouvernement, pas seulement de la population, mais également des professionnels de santé. Je me rappelle qu'on devait également faire une petite enquête au niveau des professionnels de santé pour avoir un peu leur perception sur la vaccination. Et parfois, on a eu à essuyer des refus parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne voulaient pas se faire vacciner et qui avaient peur qu'on puisse, par exemple, les dénoncer. Ensuite, pour revenir un peu sur l'exemple du CTE de Louga, merci beaucoup Dr Souleymane Louga par rapport à cet exemple-là. Nous, au CRCF, on a fait une enquête similaire, mais par rapport au CTE de Yoff, pour documenter un peu justement le vécu et les expériences des patients atteints de Covid. Et c'est vrai que les perceptions, on va dire, les plus négatives du CTE viennent beaucoup de personnes qui déjà sont dans une situation très précaire et également des personnes asymptomatiques. Donc elles ne comprenaient pas forcément pourquoi elles devaient se rendre au CTE. Et lorsque on les appelle comme ça pour leur dire qu'elles doivent se confiner alors qu'elles ont des problèmes pour s'alimenter, chaque jour elles travaillent dans des milieux informels, c'est compliqué. Et donc par la suite, on a découvert que ces personnes-là
voyaient beaucoup le CTE plutôt comme une prison en fait. Ils avaient hâte d'en sortir, tandis que les personnes qui étaient un peu mieux loties voyaient, en tout cas à Yoff, voyaient le CTE beaucoup plus comme un centre de vacances par exemple, parce qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Il y avait également une grande solidarité entre les patients, donc il y avait des séances de sport qui étaient prévues, donc voilà, c'est assez différent quand même par rapport à ce que vous avez pu percevoir à Louga. Je pense que par rapport aux aspects psychosociaux, c'est vrai qu'il y a des aspects psychosociaux par rapport à la maladie, par rapport au vécu au CTE, mais également je pense qu'il faut qu'on puisse mieux se documenter après le vécu au CTE et après Covid, parce que on parlait de stigmatisation tout à l'heure et c'est vrai, il y a eu de la stigmatisation, mais je pense qu'il ne faut pas oublier également la continuité de la maladie. On parlait beaucoup de Covid long, je pense que ça s'est un peu arrêté, mais je connais une patiente qui jusqu'à présent avait le Covid en 2020, mais qui jusqu'à présent ressent des symptômes en fait, de la maladie, des maux de tête. Alors, il y a beaucoup de théories qui disent que ces symptômes-là sont d'ordre psychologique, mental, que ça n'a pas forcément à voir avec la maladie, or qu'on oublie de prendre en compte ce que les personnes vivent véritablement de façon physique. Et je pense que vraiment, si c'est, en tout cas c'est comme ça que je le perçois en tant qu'anthropologue, si ces personnes-là disent que ces symptômes-là viennent du Covid, je pense que quelque part il faut les croire. Et enfin, pour finir, comme disait le professeur Ali, c'est bien ça, justement, il faudrait qu'on puisse tirer des leçons de ce qu'on a appris pour pouvoir non seulement suivre le vécu de ces patients après Covid et après CTE, mais également par rapport à tout ce qui se passe au niveau virtuel, infodémie. Il y a ce qu'on appelle des vérificateurs de faits qui se sont beaucoup, comment je pourrais dire ça, qui ont été beaucoup présents durant la période Covid, mais maintenant en fait, qu'est-ce qui se passe, et surtout au niveau du Sénégal, comment en fait on peut mieux se battre contre l'infodémie et la désinformation. Et également sortir de ces lieux, j'espère qu'on va pas seulement sortir avec un rapport de cet atelier d'apprentissage, mais qu'on pourra tous ensemble en tant que communautaires, chercheurs et acteurs institutionnels de pouvoir véritablement mener des actions concrètes en cas de préparation d'une éventuelle épidémie. Merci beaucoup. Donc, juste quelques observations en remerciant bien sûr ceux qui ont présenté. Je pense que, comme il est dit à l'ouverture, nous avons beaucoup appris. Et comme l'a dit le professeur Fatima Deti, ce sont des instances comme telles qui nous manquent. Parce que ça nous permet, chacun à partir de ses expériences, je vois ici, j'ai vu ici beaucoup dans le début, pour avoir été avant le premier cas Covid. Parce que je le disais tantôt quand je disais mon le premier cas Covid, c'était juste que avant, on m'a dit que j'étais le coordinateur de la solidarité. J'étais dans le bureau du docteur Moumouni Ndiaye parce que nous avions mis en place un outil technique que nous utilisons actuellement, qui est le guide technique de la surveillance épidémiologique. Juste avant Covid, l'OMS Afro avait mis en place, avait mis la 3e édition, et nous avons été au Bénin pour la formation des formateurs. C'était là pour le Sénégal. Et à notre retour, on a mis un concept nouveau qui est la surveillance basée sur les événements. Qui fait appel à fait inhabituel et qui pourrait, après analyse, être un problème de santé publique. C'est ainsi que, quand les choses ont démarré, de mon propre gré, j'ai écrit un mail avant que le Sénégal ne parle pas de Covid du tout. Dès que j'ai entendu, j'ai pu écrire un mail à Toumaï, à toute notre hiérarchie, pour lui dire que, bon, ce problème-là, il faudra prendre en parler. C'est ainsi que le Dr Kioba, qui est mon collègue, m'a dit qu'il faut que votre CNG puisse se réunir, parce que le CNG existait bien avant. Donc, bien avant là, j'ai déjà écrit pour dire que ce problème-là, il faudra qu'on s'en aille. Et effectivement, quand on a commencé à se faire, personne ne parlait de Covid. Nous, on a testé 5 personnes. On a fait des investigations, 5 personnes négatives. Et c'est ainsi que quand on se trouve dans le bureau de Dr Ndiaye, il y a un collègue qui m'a appelé pour me dire top. Il y a un expatrié qui nous a appelé
pour nous dire qu'il a telle légitimité. C'est ça qu'on appelle la surveillance base sur les éléments. C'est un signal que tu reçois. C'est un signal, c'est une information en réalité qui n'est pas structurée par rapport à notre système de surveillance classique où on a mis en place tous les infirmiers de chef de poste, tous dans tous les hôpitaux, pour le but de définition de cas. Si vous voyez tel cas, vous devez pouvoir alerter. Ici, c'est une information qu'on reçoit, une information qui est informelle. Donc, ce que j'ai fait, donc, au téléphone, j'ai pris sur ma cuisse une petite feuille, j'ai commencé à écrire ce qu'on appelle prendre quelques éléments de l'information. Et une fois que j'ai pris l'information, qu'est-ce que j'ai fait après du grand même docteur Mobilier? J'ai photographié avec mon WhatsApp et comme je connaissais le lieu de résidence, j'ai envoyé ça au médecin qui était responsable, qui est le docteur Karim Diop, pour nous dire que ça, c'est une information. Donc, nous, quand on reçoit un signal, dans la surveillance base des éléments, il faut vérifier le signal. Donc, tu comprends un journaliste qui traite de l'information. C'est ainsi qu'après, il a appelé et il a ce qu'on appelle la seconde étape. Quand il valide l'information, tout ça, ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des procédures qui sont bien établies. Donc, l'information devient un événement. Et quand il y a un événement, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle une investigation. C'est ainsi qu'ils sont partis là-bas pour faire les premiers prélèvements. Parce que nous avions fait 5 prélèvements avec son équipe, toujours négatifs. Et vous savez, quand quand l'Institut Pasteur a reçu le traitement, l'échantillon, ils ont et parce que tout ce que nous disons actuellement ici, c'est que nous avons du recul. Mais il faut que les gens se rendent compte que la perception que nous avions au moment de l'épidémie n'est pas la perception que nous avons actuellement. Nous avons entamé la lutte avec les épidémies au regard de ce qui s'est passé en Europe. Chaque jour, c'était comme des scores pour nous dire qu'en Italie, il y a 740 morts. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand le secrétaire général de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme d'une manière maladroite, tout le monde dit que bon, quand on connaît notre système de santé des pays fragiles, donc il a donné l'alerte, mais dans des mots quand même qui n'étaient pas très appropriés. Les gens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dit que mais si en Italie, à Milan, qui est le pays, la ville la plus proche de l'Italie, les gens mouraient comme des mouches, qu'est-ce qui va se passer si c'est un pays où le système de santé est sécurisé? C'est cette perception-là qu'on a commencé. D'ailleurs, quand l'Institut Pasteur a manipulé, ils nous ont dit qu'il faut aller faire un second prélèvement. C'est ainsi que je suis descendu sur le terrain avec Barry pour aller faire le second. D'ailleurs, quand nous sommes partis, la dame pleurait, la dame, ses enfants, il a fallu beaucoup de temps avec l'équipe de Karim pour pouvoir stabiliser et faire les prélèvements. On va commencer par les enfants. Parce que si on commence par les autres et que ça ne marche pas, les enfants ne vont pas ça. On a fait le prélèvement et les gens nous ont dit qu'il faut retourner pour faire un troisième prélèvement. Nous sommes encore retournés pour faire un troisième prélèvement. C'est ainsi que quand on a fait le troisième prélèvement, on a dit que ça commence à être positif. Il faut faire un quatrième prélèvement. Voilà. Donc, c'est quand nous sommes retournés que la nuit, d'ailleurs, quand nous sommes venus, la dame nous a dit mais pourquoi vous amenez mon mari? Il ne touche plus, il n'a plus de fièvre. C'est là où aussi, les premiers cas que nous avons, c'est des cas que nous avons mis dans des zones ou des centres de réanimation, c'est-à-dire là où quelqu'un est très malade, alors qu'il n'avait que des signes, je veux dire parfois de petits signes. D'ailleurs, à un certain moment, à Diamniadio, il y avait un patient qui était testé positif, qui travaillait dans un centre d'appel. Donc j'étais en train de l'appeler, pour voir son parcours. Parce que quand j'étais là pour le coordinateur d'alerte, on faisait les prélèvements à domicile. Et c'est moi qui étais chargé de valider pour qu'on puisse aller faire des prélèvements. D'ailleurs, Moumou Ndiaye m'appelle, et lui dit non, grand, ce cas-là n'oublie pas la définition de prélèvement. Il me dit, oh, écoute, tu m'amènes. Le président a dit, le ministre a dit, il faut y aller parce que c'est une personnalité. Parfois, même en allant, il y a un directeur général du ministère qui m'a appelé. Je lui ai dit, on va envoyer. En ce moment, il m'a dit, non, c'est bon, on envoie plus. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de peur autour de cette maladie. Donc, il faudra qu'on considère que ça, c'est des perceptions. C'est l'état d'esprit que nous avions à l'époque. Parce que les gens se rendent compte parfois que les mesures que nous avons prises, par exemple, le couvre-feu, quelqu'un m'a dit, ouais, je te dis, le monde, par intérêt là, parce que vous ne pouvez pas.
va expliquer ça. Je leur dis que le virus, donc, le dos, ou non, le dos. Donc, alors, on va dire donc, les 24 heures, et notre confinement n'était pas un confinement drastique. Les 24 heures, il y a des gens qui ont marché. On a dit que tout une jaquette, ils ont fait une différence. Parce qu'effectivement, nous aussi, notre manière de communiquer, on ne faisait pas de la communication scientifique, on devait faire une communication sociale. Les termes que nous utilisons parfois, c'est des termes techniques. J'ai suivi beaucoup de nos collègues qui sont partis en face, et ils parlent 80, c'était en langue wolof, la langue ville, et quand ils parlent, 90% de leurs propos étaient des propos en français, des propos techniques. C'est-à-dire que si vous écoutez un journal de quelqu'un qui parle allemand et français, qui parle allemand et wolof, et que 90% de ces mots sont allemands, vous allez fermer. Ça fait mal. Donc, pour vous dire que, même si on avait mis ici la peau, les vagues, vous rendrez que, durant la première vague, ce qu'on appelle les mesures de santé publique ont eu un impact. Parce qu'on voulait gagner du temps. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter là juste pour dire que peut-être un jour je vais partager tout ce que j'ai eu comme dans mon téléphone par rapport à des personnes qui ont été dans des endroits vraiment méprisés. Parfois, il y a des gens qui étaient à domicile. Quand on prend les tests, ça peut peser plus de 72 heures. Les gens vous fouillent comme un chien. Il y a des ressentis de ces gens-là. Et quand, en communication, quand tu crées les liens, tu stabilises les liens, tu crédibilises les liens, quand ils vont bien, comment ils le tout à fait. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas juste après 4 ou 5 mois faire des analyses et ne pas tenir compte de la perception que nous avions au début de tout. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de mieux échanger. C'était très intéressant de participer à ça. Et vraiment, je vous félicite aux enfants. Je pense qu'il y a des contacts, surtout pour ceux qui veulent aller prier. Bon, dans la région, dans le quartier, je sais que la mosquée qui est plus tardivement, c'est celle qui est en face. Il commence à 14h. En face, il faut traverser sur la route qui est là. Donc, pour dire que si on doit terminer avant 14h moins 5, ça peut y aller. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est juste que je pense que vous pouvez, Mariam, nous aider à clôturer cette tenue rapidement qui est très riche en enseignement et je pense que la question de général a été bien répondue. Donc, comment avez-vous vécu la pandémie? Et je crois qu'on a eu des histoires de vie des plus, j'allais dire prestigieuses, mais des plus importantes. C'est pour vous dire celle du professeur Seydi, qui est très enrichissante et qui nous interpelle aussi, si vous qui travaillez surtout sur les questions de gouvernance. Et en tout cas, vous aussi, des personnels de santé, ce qui a été vécu, on n'a pas tout entendu comme vous l'avez dit. Je pense que ça mérite même d'aller en profondeur pour d'autres recherches, vraiment sortir tout cela, tout ce que vous avez vécu, et ces personnels de santé aussi, pendant cette période-là. Pour dire que nous souhaiterons que, effectivement, comme quelqu'un l'a dit, ne pas rester sur le rapport, mais de prendre des initiatives et des actions. Nous, en fait, c'est ce que nous souhaitons. Et je pense que Révocable aussi est dans cette dynamique. Et c'est pour ça que je disais que c'était salutaire que Révocable prenne une nouvelle dynamique pour aller plus loin. Et je pense que cette demande d'accompagnement communautaire est évidente. Nous, quand on a fini cette étude, la première recommandation qu'on a à faire, c'est qu'il nous faut l'indice de renouvelabilité communautaire. C'est-à-dire comment, au niveau du territorial, mettre en place des situations où les usagers, les communautés et les responsables du système de santé peuvent avoir un cadre d'échange, mais aussi mesurer un peu la qualité du service public dans le secteur de la santé.
Ça, c'est quelque chose sur laquelle nous avons déjà travaillé et avec des propositions concrètes. Nous avons aussi pensé faire un guide communautaire au contrôle citoyen en période de crise, qui peut permettre, si des situations pareilles se reproduisent, qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est les contributions qu'on a. Maintenant, sur le code de la santé, vous savez, on a même un code de santé ici, mais qui date de très longtemps, de 65, mais qui est lié au code 54 de l'AOF. Ça, c'est vétuste. Alors, donc, ce qui est proposé, c'est une nouvelle loi pour la santé à défaut d'un code de santé publique. Ça qui est proposé. Et je sais qu'il y a même un draft qui existe, qui est dans les circuits du ministère de la Santé. Et nous demandons tout simplement que ce soit finalisé pour que tout ce que nous avons appris aussi de Covid puisse être des éléments qui vont faciliter la santé publique. Tout simplement. Merci beaucoup.